Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Ces affaires de voyage dans le temps et de communication entre deux dimensions. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. En parapsychologie, il existe plusieurs pratiques qui prétendent permettre la communication avec des entités spirituelles ou des personnes décédées. Certaines de ces pratiques sont réalisées à l'aide de dispositifs électroniques. C'est le cas de la transcommunication instrumentale, aussi appelée TCI. Aujourd'hui, nous allons analyser un cas de TCI survenu en Angleterre, dans la petite ville de Dudleyston. Si le sujet vous intéresse, il existe 2 autres épisodes de ce podcast sur des cas étranges de voyage dans le temps. Les messages de Dudleyston sont des communications électroniques survenues dans les années 80 avec d'autres espaces-temps. En 1984, Ken Webster, qui est instituteur, vit avec sa petite amie Debbie à Meadow Cottage, une petite maison du village de Dudleyston, à côté de la ville de Chester, dans le Royaume-Uni, à la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Dans cette maison vit aussi Nicola, une amie de l'université que connaît bien Ken. Tout commence à l'automne de cette même année, en 1984, lorsque le village, plutôt calme, va être le théâtre de phénomènes inexpliqués et ces événements se déroulent dans la maison de Ken. Nicola, l'ami de Ken, est la première personne à être témoin de ces phénomènes. En haut d'un mur qui sépare la cuisine de la salle de bain, elle remarque des traces semblables à des traces de pas. Des marques faites par des chaussures sur le plafond. Comment ces marques ont-elles pu arriver jusqu'au plafond? La maison étant en cours de rénovation, les traces sont rapidement recouvertes de peinture. Mais le lendemain matin, Ken, qui avait été interpellé par Nicolas pour aller voir ces traces, est stupéfait de découvrir une nouvelle série d'empreintes provenant visiblement de la même paire de chaussures, mais orientées différemment. Il décide de repasser immédiatement une nouvelle couche de peinture. Après cette nouvelle couche, les empreintes ne réapparaissent pas. Quelques jours plus tard, d'autres incidents inexpliqués se produisent. Il retrouve une dizaine de boîtes d'aliments pour chats soigneusement empilées en forme de pyramide. Une autre fois, ce sont 2 bouteilles de limonade, un paquet de croquettes pour chats et plusieurs rouleaux de papier absorbant qu'il retrouve réunis en équilibre. Un sentiment de malaise commence donc à envahir la maison. Les 3 habitants de la maison prennent l'habitude de garder les fenêtres fermées et de vérifier soigneusement tous les verrous avant d'aller se coucher. Ken est enseignant dans une petite école de la ville. Il a pris l'habitude de transporter son ordinateur de travail et un disque dur à la maison lorsqu'il a un travail à terminer. Un soir, alors qu'il avait ramené son matériel, il sort boire un verre avec sa petite amie Debbie et Nicolas et laisse l'ordinateur allumé dans la cuisine. À son retour, lorsqu'il se remet au travail, le professeur s'aperçoit que l'écran affiche un nouveau fichier qui n'était pas là auparavant. Intrigué, il l'ouvre et découvre un poème rédigé étrangement. Ce poème est rédigé avec certaines majuscules en milieu de phrases et des suites de numéros entre les phrases. Ce message est reçu en anglais, mais peut être traduit en français par Ken, Deb, Nick. Les cauchemars de quelqu'un qui a peur sont réels, les corps du monde du silence sont en sécurité. Ken est bien évidemment intrigué par ce message. Il n'a jamais rédigé ce poème, demande à Debbie et à Nicolas, qui confirment n'avoir jamais touché l'ordinateur. De plus, tous les 3 sont partis. Il n'y avait donc plus personne dans la maison qui a été fermée à clé. Personne n'avait donc accès à cet ordinateur. Plus intriguant encore, l'ordinateur est un BBC modèle B de 1984. Un modèle qui n'a pas accès à Internet
ou un modem. Ken ne trouve donc aucune explication. Il retourne l'ordinateur à l'école le lundi suivant et poursuit sa vie malgré qu'il soit encore intrigué par ce message. À la maison, pourtant, tout n'est pas redevenu comme avant. Régulièrement, plusieurs objets sont à nouveau empilés alors qu'ils étaient rangés dans différents placards et les 3 occupants de la maison remarquent même des signes tracés à la craie sur le mur en briques de la cuisine. Ken doit emprunter à nouveau un ordinateur en février 1985 pour terminer sa thèse. Un soir, alors qu'il avait décidé d'aller au cinéma, Ken ne peut résister à la tentation de laisser l'ordinateur allumé pendant leur absence. À leur retour, l'écran affiche un nouveau message. Cette fois-ci, le message est formulé en anglais archaïque, dans un style élisabétain du XVIe siècle qui évoque la vie de Ken et de Debbie dans la maison de Meadow Cottage. Le message, traduit en français, indique « Les travaux ont été quelque peu perturbants, car ils m'ont souvent dérangé dans mon sommeil. Vous êtes néanmoins un homme de valeur, vivant avec une femme fantastique, mais vous vivez dans ma maison. » Ken, Debbie et Nicolas décident alors de vérifier une bonne fois pour toutes qu'il ne s'agit pas d'un canular. Le professeur emprunte donc une nouvelle fois l'ordinateur de l'école et tente d'enquêter et de piéger la personne qui se cache derrière tout ça. Après avoir vérifié qu'il n'y avait rien de chargé sur le disque dur et que toutes les issues de la maison étaient closes, il sort en laissant à nouveau l'ordinateur allumé dans la cuisine. À leur retour, bien évidemment, un nouveau message s'affiche à l'écran, dans le même style archaïque. Après toutes les précautions qu'ils avaient prises, l'hypothèse du canular semble donc définitivement tomber à l'eau et Ken décide d'entrer en communication. Il échange donc plusieurs messages avec le correspondant inconnu. Ce correspondant dit s'appeler Thomas Harden, mais écrit la plupart du temps sous le pseudonyme de Lucas Weinman. Ken apprend aussi que Meadow Cottage est situé très exactement à l'emplacement de la ferme où Thomas aurait vécu au XVIe siècle. Thomas, ou Lucas, semble donc être un homme cultivé qui a étudié à l'université d'Oxford. Passionné par les ouvrages de l'humanisme d'Erasme, il affirme même l'avoir un petit peu connu. Erasme est un philosophe né en 1466 et décédé en 15036. Ken n'a donc plus aucun doute. La personne avec qui il communique provient du XVIe siècle. Il cherche toutes les explications rationnelles et toutes les possibilités de canular pour expliquer cette situation. Mais sans internet disponible et sans personne qui rentre dans la maison pour écrire ses messages, la seule explication est celle que Thomas est bien réellement une personne qui vit actuellement au XVIe siècle et qui, par le biais de l'ordinateur, sans aucune explication scientifique, entre en contact avec Ken. Comment expliquer que cette communication entre 2 personnes séparées par près de 5 siècles est possible ? Visiblement bridée par le cadre étroit de l'écran informatique, Thomas laisse aussi son nom sur un mur et écrit certains messages sur du papier. Thomas, dans ses messages, indique qu'il observe parfois la vie de Ken et de Debbie, comme si les années 1980 et les années 1540 se télescopaient par instant en un point névralgique, celui de l'ordinateur. Ken continue de questionner Thomas. Il commence à avoir la conviction que ces messages ne proviennent pas d'un mort, mais qu'ils traversent plutôt le temps, comme si Thomas était bel et bien vivant, mais à une autre époque. Parallèlement aux communications émanant du passé, Ken commence à recevoir une série de messages mystérieux, soi-disant en provenance de l'année 2109. Ces messages sont souvent menaçants. Les correspondants, qui disent faire des expériences sur le temps, affirment avoir ouvert un plan vertical à travers les âges qui a permis à Thomas d'entrer en contact avec Ken. Mais le correspondant de 2109 reste toujours flou quand il s'agit de décrire la nature exacte de ces expériences. Ils se vantent de leurs connaissances scientifiques supérieures, mais ne répondent jamais directement aux questions de Ken. Après plus d'1 an de conversations et d'échanges, Ken décide de contacter la SPR, Society for Psychological Research, un laboratoire de recherche en parapsychologie. Les chercheurs délégués sur place déclarent que les contacts avec des correspondants de l'année 2109 sont vraiment surprenants. Ils élaborent donc sur l'ordinateur de Meadow Cottage, dans la maison de Ken, une série de questions à l'attention des mystérieux correspondants. Mais ni Ken ni Debbie ne sont autorisés à voir ces questions. Un fichier unique arrive quelques jours plus tard. Son contenu ne répond pas aux questions directement, mais sous-entend que ces questions ont bien été lues.
La société continue d'enquêter sur ces messages, mais Ken ne connaîtra jamais la fin de cette enquête. Vers le mois d'avril 1986, soit près de 2 ans après les premiers échanges, Ken reçoit un autre message de Thomas. L'homme lui annonce via l'ordinateur qu'il va interrompre la communication, mais ne donne aucune explication. Les messages provenant apparemment de 2109 annoncent pratiquement au même moment qu'ils vont également couper le contact. Ils indiquent que leur expérience sur le temps arrive à leur terme. Kent ne reçoit plus jamais de messages de Thomas, ni des correspondants de 2109. 2 années de phénomènes poltergeist ou de communication étrange à travers le temps. Ken a par la suite publié un livre nommé The Vertical Plane, que l'on peut traduire par plan vertical, le terme utilisé par les correspondants de 2109, un livre publié le 30 mars 1989, auto-publié par Ken. Une édition additionnelle a été publiée par Ken en 2022. Ce livre retrace ces 2 années de communication et d'échange avec ces mystérieux inconnus. Bien sûr, il n'a jamais été possible de prouver l'authenticité de ces messages ou de prouver l'existence de ce Thomas Harden ou de Lucas Weinman, et encore moins ces messages venus de 2109. Voyage dans le temps, entité ou canular, Ken n'a plus jamais souhaité s'exprimer sur cette affaire après la republication de son livre en 2022. Ces livres, publiés en auto-édition et peu connus du grand public, ne lui ont pas beaucoup rapporté d'argent. Ainsi, la thèse que Ken ait inventé cette histoire afin de faire vendre son livre peut être abandonnée. Le premier livre est publié en 1989 et entre 1989 et la réédition de 2022, Ken ne s'exprime pas. D'ailleurs, il est difficile de trouver des informations sur Ken Webster, il n'a jamais fait aucune interview et ne s'est plus jamais exprimé sur le sujet. Il est donc difficile d'imaginer que Ken ait inventé cette histoire dans le but de se faire de l'argent. L'histoire ne nous dit pas ce qu'est devenu l'ordinateur, qui semblait uniquement permettre les communications depuis la maison de Ken. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.